Des centaines de tentes en rase campagne. Et à moins de 10 km, plusieurs milliers de gendarmes sur le pied de guerre. Le point de départ d'une manifestation interdite qui, depuis 2 semaines, cristallise toutes les polémiques sur le maintien de l'ordre. L'ambiance de ce cortège, elle est plutôt tranquille, mais ça ne va pas nous empêcher de franchir les lignes de flics. Il est 10h15. Le militant écologiste Basile Dutertre, l'un des organisateurs de la marche, donne des consignes qui laissent peu de doute sur les intentions des manifestants. Un groupe part à l'extrémité droite de la ligne, un groupe part à l'extrémité gauche, et là se créent des intervalles. Et on s'engouffre dans ces intervalles, et à partir du moment où on est assez nombreux derrière et devant la ligne, elle cède d'elle-même. Et on recommence comme ça jusqu'à la bassine. L'objectif de cette manifestation était de marquer concrètement sur le terrain notre opposition et de défaire ce qui avait été fait en termes d'avancée sur le chantier de méga-bassine de Sainte-Soline, d'encercler la bassine et également de démanteler l'ensemble des réseaux afférents à cette bassine, tuyauterie, pompes, etc. Protéger la méga-bassine de Sainte-Soline, c'est la mission du colonel V. Ça, c'est ce que vous défendez aujourd'hui? C'est ce qu'on défend aujourd'hui, ouais. Alors après, il y a toutes les bus, les pompes qui sont là, par là. Après, je crois qu'il y en a d'autres qui sont dans le coin là-bas qu'on ne voit pas. Ce jour-là, notre caméra est la seule autorisée à suivre ce spécialiste du maintien de l'ordre. Ça va, colonel? Motivé, colonel. 26 ans de terrain, en milieu urbain et dans les zones rurales, partout en France. Le colonel V a connu plus d'une centaine de manifestations. Tant que tout reste pacifique, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il dégrade, où il pousse les gendarmes, où il les agresse, on n'est plus du tout sur le même portage. Et on bascule forcément sur des gens qui sont vindicatifs. Le deuxième point, c'est les cortèges ultra-radicaux. Ils seront certainement dans un premier temps fondus avec les autres, je vous l'ai dit. Ceux-là, on va essayer de séparer le bon grain de livret. Et ensuite, on les traitera comme on traite habituellement ces ultras. Dès qu'ils viennent pour nous agresser, on est dans notre posture habituelle de réponse. Et il n'y a pas de souci. Tant qu'on suit la gradation de l'emploi de la force, on est dans notre droit. Allez. Moi, je suis républicain et je suis un soldat de la loi. Donc, ma manière de travailler, c'est il y a la loi et ce qui est hors la loi. Donc tout ce qui est dans la loi, c'est autorisé, on le fait. Tout ce qui est hors la loi, on ne le fait pas et ça n'arrivera jamais. Tout le temps pas sous mes ordres. De toute façon, ils arrivent là, ils vont peut-être aller dans la haie pour venir faire révolution. Il est maintenant midi. Une marée humaine apparaît. 30 000 personnes selon les organisateurs, 5 fois moins selon les gendarmes. Distance de l'adversaire, moins de 1 km. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans une manifestation comme ça? Ce qu'on redoute, c'est que ces ultras, qui vont être très violents, soient très nombreux. Et qu'en fait, ils dépassent un petit peu notre capacité de réponse. Le colonel est ici, sur le haut de la bassine. Les manifestants arrivent par le sud-est. À 3 km de la bassine, ils se scindent en plusieurs groupes. Il y a 3 cortèges, anguille bleue, loutre jaune et outarde rose, qui symbolisent chacun un animal en voie d'extinction. Et ce qui distingue ces cortèges, ce n'est pas un éventuel niveau d'offensivité ou des pratiques d'action, mais simplement le fait que le cortège rose va faire moins de route, va aller au plus simple et va être dans une ambiance familiale. Ils ont un gros canard en bois et des trucs en plastique. Depuis le haut de la bassine, le colonel V a une analyse un peu différente. D'après lui, l'un des cortèges rassemble les manifestants les plus radicaux. Là aussi. Ce qu'on voit, c'est un cortège qui est composé d'individus qui sont tous équipés avec des masques à gaz, des lunettes, des casques et en combinaison bleue.
qui est le cortège certainement des ultras, et un cortège plutôt familial qu'on voit là-bas. Effectivement, en tête du cortège bleu, nous remarquons cette banderole, siglée Black Bloc Écolo. Le colonel donne l'ordre de stopper ces manifestants, dont certains sont masqués et armés de boucliers. Oui, PM2J pour prendre le convoi par les latéraux avec l'usage des armes, tir de dispersion. Le PM2I, le peloton motorisé d'interception et d'interpellation, ce sont ces 20 quads et leurs équipages armés. C'est la première fois que la gendarmerie les déploie. Ces quads nous permettent de répondre à un besoin opérationnel en fonction de ce terrain. C'est un terrain très particulier qui est très étendu. Donc les quads, ils nous permettent de manœuvrer, ils nous permettent de gagner en mobilité, ils nous permettent d'être très réactifs. Quand les quads atteignent les manifestants du cortège bleu, ils sont à 1 km de la bassine. Il est alors midi 17. Ce sont les premières grenades lacrymogènes de la journée. En fait, ils les poussent et ils continuent à progresser. Et ils ont décalé vers là, mais ils continuent à progresser sur nous. Une demi-heure plus tard, le cortège rose, celui que les gendarmes jugent moins dangereux, est à moins de 400 mètres de la bassine. Pas question de les viser pour le colonel V. En revanche, il envoie à nouveau l'unité de quad, qu'il appelle Mike, viser le cortège bleu, dans lequel se trouvent les manifestants jugés plus violents. Mike, donc pour vous, toujours la même mission. Vous portez à hauteur du convoi bleu, à distance de tir. Vous avez l'usage des armes et vous continuez à effectuer des tirs de dispersion. Les gendarmes en quad s'élancent, mais ils s'arrêtent au bout de quelques mètres. Le colonel comprend que l'unité Mike est en train de se tromper de cible. Et Mike, il tire pas, dis-leur tout de suite qu'il tire pas sur le roche. Eh putain, mais ils tirent, ils sont cons quoi. Mike, c'est Bravo 4, le convoi bleu, le premier que vous avez tiré, c'est celui-là qu'il faut harceler. Il est midi 48, le cortège dit familial se retrouve dans un brouillard de gaz lacrymogène. Trompé de cortège. Pardon ? C'était pas le bon cortège. Les grenades, elles sont tirées sur un cortège qui n'est pas le bon, qui est vraisemblablement le cortège pacifiste. Les 3 cortèges qui sont présents sur place ne doivent pas être présents sur place. Plusieurs jours avant, il y a eu des communications qui ont été faites par la préfète, par le procureur de la République, enjoignant justement aux gens à prendre leurs responsabilités et à ne pas venir sur cette zone. À Sainte-Soline, les manifestants sont maintenant à 100 mètres de la bassine. Tu me fais rapprocher un élément de 21 pour renforcer 26, là, le temps que 27 arrive. Golf ici. Il est 13h05. Les 3 cortèges ont fusionné. La tension monte. Des manifestants tirent sur les gendarmes avec des armes artisanales. On appelle des chandelles romaines. C'est des gros pétards d'artifice qui sont interdits à la vente en France, qu'ils achètent à l'étranger, comme des fusées d'alarme en fait, qu'il y avait dans les bateaux, des choses comme ça. Une trentaine de personnes, équipées de boucliers et de masques à gaz, continuent d'avancer. Le colonel et ses hommes enfilent leurs casques. Quelques secondes plus tard, un projectile explose juste à côté d'eux. Le colonel repère un autre groupe, très déterminé, qui arrive au contact sur le flanc gauche. 3 cocktails Molotov explosent. La bassine est maintenant dans un nuage de gaz lacrymogène. Une trentaine d'individus s'attaquent à un fourgon. Une pluie de pierres s'abat sur lui. Cette vidéo, filmée par un gendarme depuis l'intérieur du véhicule, témoigne de la violence de l'attaque.
Le gendarme est obligé de sortir quand le fourgon prend feu. Les manifestants avancent en formation, cachés derrière des boucliers et armés. Ici, un cocktail Molotov. Et sur cette image, fournie par la gendarmerie, un chalumeau. Colonel, en termes de gradation de la force, on est à quel niveau là? Je pense qu'on est au plus haut là, à l'usage des armes. Enfin, j'en suis sûr, on est à l'usage des armes. Au pied de la bassine, la ligne de défense des gendarmes a cédé. Un combat rapproché s'est engagé. À 13h45, des renforts sont envoyés. On va interdire les gens de monter, bien évidemment. Et on tient le terrain. Ta mission, c'est de tenir. Reçu. Les gendarmes se positionnent autour de 2 blindés, équipés de tourelles lance-grenades. Allez, on motive les troupes, ça va? Allez, allez. De l'autre côté du panache de fumée, sur ces images de drone, un groupe de manifestants s'approche. L'un d'entre eux va bientôt s'effondrer, grièvement blessé. Ici, on distingue clairement une première grenade qui explose au sol. Puis une seconde vient frapper une forme blanche qui ressemble à un casque de manifestant. 23 secondes plus tard, 3 personnes sortent du groupe en portant un homme. Selon plusieurs témoignages, il s'agit de Serge. Ce guide randonneur de 32 ans, fiché S pour son appartenance à des groupes d'ultra-gauche, vient d'être blessé à la tête. Il a perdu connaissance. Ces images, déjà analysées par nos confrères de Libération, posent question. Contrairement aux précautions d'usage, qui prévoient que la grenade explose en l'air pour éviter les risques, celle qui a vraisemblablement touché Serge paraît exploser au sol 4 secondes plus tard. Erreur de tir, grenade défectueuse, ces questions seront au cœur des investigations confiées au procureur de Rennes et à l'inspection générale de la gendarmerie. Antoine Soldati manifestait ce jour-là à Sainte-Soline. Ce militant écologiste se trouvait dans la zone où Serge a été transporté après sa blessure. Il y avait du sang, il y avait des couvertures de survie, enfin, ça faisait une scène vraiment horrible. J'avais jamais vu ça, j'ai encore des images dans la tête, ça reste. Il y avait, on est arrivé quasiment jusqu'à 10 blessés, en tout cas dans notre zone. Et là, on voit un gars arriver avec une blessure à la tête. On se dit, bah mince, quoi. On a peut-être un mort, quoi. Serge perd beaucoup de sang. Antoine Soldati est l'un des premiers à appeler le SAMU. Il est 13h52. On a demandé aux 15 s'ils pouvaient intervenir. On a cherché notre position GPS pour pouvoir leur donner notre position GPS à l'oral. Sauf qu'on n'avait pas assez de réseau pour que ça fonctionne. 5 minutes après, elle reprend l'appel et elle nous dit « j'essaye d'envoyer quelqu'un ». Et c'est « j'essaye d'envoyer quelqu'un ». Alors qu'Antoine Soldati raccroche son téléphone, à 13h58, comme on le voit sur ces images, des grenades lacrymogènes tombent sur la zone où Serge et d'autres blessés sont allongés, à 200 mètres de la bassine. À 14h01, le SAMU décide d'envoyer une ambulance. Mais elle va mettre presque 1 heure à arriver sur place. Que s'est-il passé? Agathe est médecin urgentiste. Elle manifestait ce jour-là à Sainte-Soline et a porté secours à Serge. À condition de rester anonyme, elle accepte de s'exprimer pour la première fois devant une caméra. Je me présente en tant que médecin urgentiste. Je demande si la victime a déjà été évaluée par un médecin. A priori, non. Par contre, tout le monde me dit que le SAMU a déjà été prévenu. Moi, je fais un premier tour des lésions. J'identifie effectivement la gravité d'emblée. Donc, assez rapidement, je demande aux gens qui sont autour d'appeler la régulation du SAMU. J'explique aux médecins urgentistes de la régulation qu'il y a une victime qui a un traumatisme crânien grave, que c'est une urgence vitale immédiate. À cela, il m'est répondu qu'il n'avait pas l'autorisation d'intervenir sur site,
parce que la zone était considérée comme non sécurisée par les forces de l'ordre. Agathe se souvient d'avoir passé ce coup de téléphone entre 14h15 et 14h30. Nous sommes dans une zone où il n'y a absolument aucun affrontement, aucun risque pour les équipes du SAMU, que tout le monde les attend avec impatience, que les gens sont dans la détresse et qu'ils ont besoin d'aide. Benoît Jaunet milite à la Confédération paysanne. C'est l'un des organisateurs de la manifestation. Il y aura peut-être quand même du monde à la sous-préfecture. À 14h42, il est au chevet du blessé et il appelle directement la préfète. J'ai dit, il faut vous dépêcher. Il y a des urgences vitales, vous n'avez pas d'autres secours. Et à force, il dit, il faut qu'on voit, on a des médecins pour nous. C'est-à-dire des médecins chez militaires. les gendarmes, en fait. Ouais, des médecins militaires. À l'intérieur des bassines. Oui, à l'intérieur des bassines. Donc je dis, je viens moi-même chercher vos médecins militaires au contact. Je vais au contact avec mon drapeau, les bras en l'air. Je les emmène jusqu'aux blessés. Ils font l'échange avec l'urgentiste à ce moment-là. Quand ils arrivent, je vois tout de suite que le médecin identifie la gravité, que du coup je lui demande d'appuyer ma demande de SMUR à la régulation et de rappeler le 15 pour insister, pour que le SAMU puisse intervenir. Donc c'est ce qu'il fait. Le SMUR arrive au bout de quelques minutes. Il va être installé dans le camion du SMUR qui arrive sur les lieux. Il y a 2 gendarmes qui partent. Serge ne sera évacué par cette ambulance qu'à 16h, puis par hélicoptère à 16h34, près de 3 heures après avoir été blessé. Pourquoi les services de secours ont-ils tant tardé? Selon le chef des urgences de l'hôpital Nord de Sèvres, il fallait attendre le feu vert de la préfecture et des gendarmes. C'est l'avis d'un spécialiste de la sécurité qui dit « la zone n'est pas sûre ». Et moi, soignant, j'entends ça, je dis « ok, vous me dites quand est-ce qu'on peut y aller », tout simplement. Aujourd'hui, le pronostic vital de Serge est toujours engagé. Sa famille a porté plainte pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours. Et elle n'est pas la seule. Le neveu de Sandrine Pereira a lui aussi été gravement blessé à Sainte-Soline. Michael, 34 ans, militant gilet jaune, souffre d'une fracture du crâne qui l'a plongé dans un coma dont il sortirait à peine. Il n'a jamais été évacué par les secours. Il tombe à terre. Les gens se rendent compte qu'il est à terre. Tout le monde commence à appeler les pompiers, le SAMU, enfin le corps médical. Le corps médical est interdit de venir sur les lieux. Du coup, on essaie tout le monde était en panique. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il avait été aidé par d'autres personnes qui étaient sur place, ses amis et autres, et qu'il l'avaient emmené à l'hôpital. Les secours ont été, à chaque fois que cela a été nécessaire, encadrés par les gendarmes pour justement secourir les militants blessés et les extraire en toute sécurité. Et pourquoi ça a été si long alors ? Alors je ne pourrais pas me prononcer parce qu'il y a justement des enquêtes qui sont en cours et qui sont couvertes par le secret de l'enquête. Et alors, je t'ai senti un peu fébrile là sur l'action. C'est bien, c'est bien. Alors que là, c'était bien. T'as pas de blessé ? Mon capitaine, pas de blessé, blessé, non ? Un seul blessé. Un gendarme blessé sous les ordres de ce capitaine, mais au total, ils seront 47 à avoir été touchés, dont un gravement brûlé. Selon les organisateurs, 200 manifestants ont été blessés. D'après les observateurs de la Ligue des droits de l'homme, les gendarmes ont fait un usage immodéré de la force. Notamment par une utilisation massive de projectiles potentiellement très dangereux. Ce 25 mars, une grenade a été tirée toutes les 2 secondes environ. Une cadence rare. Dans ce groupe, c'est même l'objet d'une plaisanterie. 2 gendarmes s'amusent d'avoir perdu le fil du nombre de munitions consommées. C'est qui le responsable de grenade? Là, on fera les comptes ce soir. Ces 4 personnes en chasuble jaune ont fait les comptes de leur côté. Ce ne sont pas des manifestants, mais des membres de la Ligue des droits de l'homme. Donc là c'est des manifestants qui sont vraiment au contact. Une ONG venue observer le travail des forces de l'ordre. Pierre, décale et on est dans la droite ligne là. Au sol,
Ils identifient les restes d'une grenade de désencerclement. Quand cette grenade explose, elle projette des palets de caoutchouc à très grande vitesse. Les palets de base, ils sont tous assemblés dans une espèce de cage comme ça. Donc, il me semble qu'il y en a 18 qui sont sur... et quand la grenade explose, les palets vont dans tous les sens. Juste à côté, ils trouvent cette autre grenade lacrymogène et assourdissante. On a aussi la preuve qu'il y a des GM2L. Donc c'est ça qui sont les explosifs et lacrymogènes en même temps. Donc c'est ça les gros booms qu'on a entendus. Et contrairement à ce que le ministre de l'Intérieur affirmait... Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Ces 2 munitions sont pourtant bien classées en catégorie A2, du matériel de guerre. À Sainte-Soline, les gendarmes vont en tirer plus de 5000, presque autant que de manifestants. On utilise tout un arsenal de matériel et de moyens qui sont légiférés, qui sont encadrés par le Code de la sécurité intérieure. Et on va utiliser justement tout ce matériel avec un double souci qui va être la proportionnalité et la gradation. Nous, on réclame justement l'abandon de ces grenades explosives parce qu'elles sont extrêmement dangereuses. Elles sont mutilantes, il y a des éclats qui sont extrêmement vulnérants qui peuvent déchirer n'importe quel vêtement. Combien de personnes ont-elles été blessées par ces munitions à Sainte-Soline? Difficile à dire. Mais ce manifestant en est certain, c'est bien une grenade tirée par les gendarmes qui l'a conduit sur ce lit d'hôpital. Il y avait un des gros bouts d'os qui est ici sur le dessus, qui s'est retrouvé à peu près à ce niveau-là. Donc c'est ça qui faisait fracture ouverte, et moi je voyais un bout de blanc sur mon pied, c'était ce bout d'os-là qui était sorti. Le jeune homme a 27 ans, il est développeur informatique. Il affirme avoir été touché par un tir alors que les manifestants n'avaient même pas encore atteint la bassine. J'ai vu les quads là, qui se mettaient en place. C'était assez menaçant, donc à cette vue-là, il y a pas mal de manifestants qui ont essayé de reculer. Moi, j'ai essayé de partir un peu sur le côté, mais ça explose juste à côté de moi, sur mon pied. Je sais pas si ça a explosé complètement sur mon pied ou juste à côté, mais direct, ça fait une douleur très prenante et j'ai vu que j'avais la chaussure déchiquetée, le pantalon déchiqueté, et je voyais qu'il y avait du sang qui coulait. Donc moi, j'ai pensé que j'avais perdu les orteils. Il y a des médics qui m'ont très vite pris en charge. Victor a porté plainte pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique. Dans leur compte-rendu, révélé par France Inter, les services de renseignement de la gendarmerie se sont félicités de l'efficacité de leur arsenal. L'emploi des grenades lacrymogènes a été efficace sur la masse, mais pas sur les Black Blocs, seulement sensibles aux grenades GM2L. L'emploi des quads a occasionné une surprise tactique déstabilisant l'adversaire, qui a été pris de panique et a tenté d'organiser un repli en bon ordre. À Sainte-Soline, les gendarmes revendiquent la victoire, et ils l'affirment. Ils ont fait un usage proportionné de la force.